3 mars 1943, à 200 pieds au-dessus des vagues du Pacifique, des moteurs rugissent comme des bêtes enragées. Des bombardiers filent vers un convoi japonais à pleine vitesse. Ce qui va se passer dans les minutes suivantes va réécrire les règles de la guerre aérienne pour toujours. Les appareils qui foncent à cette altitude insensée ne ressemblent à rien de connu. Leur nez de verre a disparu, remplacé par une plateforme hérissée de 4 mitrailleuses de calibre 50 pointées droit devant. Des blisters supplémentaires percent les flancs du fuselage, transformant chaque centimètre du bombardier en position de tir. Ces machines ont été bricolées dans la jungle par un homme que tout le monde appelle Papy, un ancien pilote de marine reconverti en génie mécanique qui a décidé que les règles de l'ingénierie pouvaient aller se faire voir. Les pilotes maintiennent leurs appareils si bas que les hélices projettent parfois des gerbes d'embrun. Un faux mouvement, une vague un peu plus haute que les autres, et l'équipage disparaît dans les flots sans laisser de traces. Mais personne ne ralentit. Le convoi japonais grossit à vue d'œil dans les pare-brises, et les hommes à bord serrent les dents. Pourtant, tout a commencé bien loin de ces eaux tropicales, dans les bureaux feutrés de l'Army Air Corps américaine au printemps 1939. Les généraux américains regardent l'Europe s'embraser et tirent une conclusion simple. Leurs bombardiers moyens sont devenus obsolètes. Le Douglas B-18 Bolo plafonne à 215 miles à l'heure, emporte 2000 livres de bombes et tombe en panne dès qu'il s'éloigne un peu trop. Le Martin B-10 n'est guère mieux. Face aux chasseurs modernes qui apparaissent partout, ces appareils seraient abattus avant même d'atteindre leur cible. L'Army Air Corps publie donc en mars 1939 un cahier des charges ambitieux. Un bombardier moyen capable de voler à 300 miles à l'heure, d'emporter 3000 livres de bombes et de parcourir 2000 miles sans se poser. 4 constructeurs répondent à l'appel. Parmi eux se trouve une société californienne encore jeune mais déjà remarquée, North American Aviation. La compagnie, dirigée par James Kindleberger, surnommé Dutch par ses collègues, a déjà produit le T-6 Texan, un excellent avion d'entraînement adopté par de nombreuses forces aériennes alliées. Mais ses tentatives précédentes sur le créneau des bombardiers, les prototypes NA-21 et NA-40, ont toutes deux déçu l'armée. Dutch Kindleberger sait que cette fois, il n'y a pas de droit à l'erreur. Il confie le projet à son vice-président et ingénieur en chef, Lee Atwood, avec une instruction simple: créer quelque chose de radicalement différent. Atwood et son équipe se penchent pendant des semaines sur les leçons tirées du programme NA-40. Ils conservent ce qui fonctionnait: le train tricycle, les dérives doubles, les nacelles moteurs suspendues sous les ailes. Mais tout le reste est repensé. Le nouveau design, baptisé NA-62 en interne, adopte une aile repositionnée en montage haut sur le fuselage, un cockpit côte à côte pour les deux pilotes et un fuselage dont la largeur atteint 56,5 pouces, ce qui améliore à la fois le confort de l'équipage et la capacité de la soute à bombe. Pour les moteurs, North American hésite entre le puissant Pratt & Whitney R2800 et le Wright R2600 Cyclone à 14 cylindres en étoile. Ce dernier, plus éprouvé, est finalement retenu avec une puissance de 1700 chevaux par moteur, soit 3400 chevaux au total pour propulser un appareil de 16 tonnes. L'armement défensif initial reste modeste, une mitrailleuse de calibre 30 en position flexible dans le nez, une autre en position latérale et une mitrailleuse de calibre 50 sous une verrière en plexiglas en position arrière, offrant un excellent champ de tir. Ce n'est pas encore le monstre de feu qu'il deviendra, mais c'est un début solide. La réaction de l'Army Air Corps dépasse toutes les espérances. En septembre 1939, avant même qu'un seul prototype soit construit, l'armée signe un contrat préliminaire pour 184 exemplaires, baptisant officiellement l'appareil B-25. C'est une confiance extraordinaire accordée à une machine qui n'existe encore que sur le papier. Les équipes de Inglewood, en Californie, se lancent dans la construction sans attendre. Le 19 août 1940, le pilote d'essai Vance Breeze décolle pour le vol inaugural. L'appareil se comporte bien dans l'ensemble,
mais les ingénieurs détectent rapidement un problème de stabilité directionnelle causé par l'angle dièdre constant de l'aile sur toute son envergure. La solution arrive vite. Les sections extérieures de l'aile sont mises à plat, créant cette silhouette en aile de mouette qui deviendra l'une des signatures visuelles les plus reconnaissables du Mitchell. Ce changement, combiné à des modifications des dérives, règle définitivement le problème. En février 1941, les premiers B-25 sont livrés à l'Army Air Corps. Lee Atwood propose alors de baptiser l'appareil en hommage au général William Billy Mitchell, visionnaire de la puissance aérienne, mort en 1936, ardent défenseur d'une aviation militaire indépendante que l'establishment avait jadis traduit en cour martiale pour avoir dit tout haut ce que l'avenir allait prouver. L'armée accepte sans hésiter. Le B-25 Mitchell entre dans l'histoire et personne ne se doute encore de ce dont cette machine sera capable. Le 7 décembre 1941, les bombes japonaises s'écrasent sur Pearl Harbor et réduisent en cendres l'illusion américaine d'une guerre lointaine. En quelques heures, 4 cuirassés coulent, 188 avions sont détruits au sol, 2403 soldats meurent. Washington est sous le choc. Et les généraux cherchent désespérément un moyen de frapper en retour, non pas pour des raisons tactiques, mais pour des raisons psychologiques. Il faut montrer au peuple américain et au monde entier que l'Amérique peut atteindre le cœur du Japon. C'est un capitaine de la marine, Francis Law, qui soumet l'idée la plus folle entendue dans les couloirs du Pentagone depuis le début du conflit. Lancer des bombardiers de l'Army depuis le pont d'un porte-avions. L'idée semble absurde. Les B-25 Mitchell sont des appareils terrestres lourds, conçus pour des pistes longues et bien préparées. Un pont de porte-avions fait environ 250 pieds de long disponible pour le décollage. Personne n'a jamais tenté une chose pareille. L'amiral Ernest King transmet la proposition au lieutenant-colonel James Doolittle, pilote de légende, ancien recordman de vitesse, ingénieur aéronautique de formation. Doolittle étudie les chiffres pendant 48 heures et revient avec une réponse. C'est faisable, à condition de modifier profondément les appareils et de former les équipages à des techniques de décollage radicalement différentes. Doolittle choisit le B-25B comme base, la version alors la plus récente en service. Mais dans cette configuration standard, l'appareil n'a ni l'autonomie ni le profil nécessaire pour la mission. Les modifications commencent immédiatement à la base aérienne d'Eglin Field, en Floride. La tourelle ventrale rétractable est retirée pour gagner du poids. Les équipements radio lourds sont sacrifiés. Des réservoirs de carburant supplémentaires sont installés dans la soute à bombe et dans la cabine elle-même, portant la capacité totale à 1141 gallons contre 646 en configuration normale. Une mitrailleuse de calibre 7,62 mm est fixée en position arrière. Pour tromper d'éventuels chasseurs japonais, 2 manches à balai en bois peints en noir sont placées dans la queue pour simuler des canons arrière qui n'existent pas. Pendant des semaines, 16 équipages s'entraînent sans relâche. Ils pratiquent des décollages sur des distances ridiculement courtes, marquées au sol sur les pistes d'Eglin pour reproduire les contraintes du pont d'un porte-avions. Ils s'exercent à la navigation à basse altitude, aux attaques en rase-motte, au vol de nuit sans repère. Personne ne leur dit officiellement où ils vont. Mais les hommes ne sont pas naïfs. On ne s'entraîne pas à décoller en 500 pieds pour aller bombarder une ferme en Iowa. Le 1er avril 1942, les 16 B-25B sont hissés à bord de l'USS Hornet dans le port d'Alameda, en Californie. Le porte-avions appareille aussitôt, rejoint par une escorte de croiseurs et de destroyers. Le 18 avril, à 8h20 du matin, alors que le pont du Hornet plonge et se soulève dans une mer agitée, Doolittle ouvre les gaz sur son B-25. Le poids de l'appareil chargé de carburant et de bombes dépasse 29 000 livres. La distance disponible est à peine suffisante. Lorsque les roues quittent le bord du pont, l'appareil chute légèrement avant de mordre dans l'air et de grimper. Les spectateurs retiennent leur souffle.
un par un, les 15 autres Mitchell décollent dans les 15 suivantes. Le dernier appareil lève la roue à 9h19. Tous sont en l'air. Mais il y a un problème grave. Un sous-marin japonais a repéré la flotte américaine la veille, et pour éviter que l'alerte ne soit donnée, le lancement a été avancé de plusieurs heures. Le point de départ se trouve maintenant à 650 miles de plus que prévu des côtes japonaises. Les réservoirs sont pleins, mais les marges de carburant pour rejoindre les terrains d'atterrissage en Chine libre sont désormais quasi inexistantes. Les pilotes le savent. Ils continuent quand même. À 12h15, l'appareil de Doolittle survole Tokyo à basse altitude. Les bombes tombent sur des installations militaires et industrielles dans la capitale. Les autres Mitchell frappent Yokohama, Kobe, Nagoya et d'autres cibles industrielles. La défense aérienne japonaise, prise totalement par surprise, réagit avec confusion et inefficacité. Les tirs antiaériens sont épars et mal coordonnés. Aucun B-25 n'est abattu au-dessus du Japon. Les dégâts matériels restent limités, quelques usines endommagées, des incendies rapidement maîtrisés. Militairement, le raid ne change rien à la situation sur le terrain. Mais psychologiquement, c'est un séisme. L'empereur Hirohito, qui observe les explosions depuis le palais impérial, est ébranlé comme il ne l'avait jamais été. Le mythe de l'invulnérabilité du territoire japonais s'effondre en quelques minutes. L'état-major impérial, humilié, tire une conclusion fatale. Il faut élargir le périmètre défensif du Japon pour que pareille chose ne se reproduise plus jamais. Cette décision conduit directement à l'offensive contre Midway en juin 1942, où la flotte japonaise perd 4 porte-avions en 3 jours et voit le rapport de force dans le Pacifique basculer définitivement. Les équipages du raid, eux, ne rentrent pas en héros immédiats. Tombés en panne de carburant au-dessus ou près des côtes chinoises, ils se posent en urgence ou sautent en parachute dans la nuit. 3 hommes meurent lors des atterrissages forcés. 8 sont capturés par les Japonais. 3 seront exécutés, 1 mourra en captivité. Les autres sont recueillis par des civils chinois au péril de leur vie, puis rapatriés par des routes clandestines. Doolittle lui-même, convaincu d'avoir conduit ses hommes à la catastrophe, s'attend à être traduit en cour martiale. Il reçoit à la place la Medal of Honor des mains du président Roosevelt. Dans les mois qui suivent le raid de Doolittle, le B-25 continue à se multiplier sur tous les fronts. Les variantes C et D arrivent en nombre, identiques dans leur performance, mais produites dans 2 usines différentes. La série C sort des chaînes d'Inglewood en Californie, la série D de Kansas City dans le Missouri. Ces nouveaux modèles embarquent des moteurs Wright Air 2613 améliorés, une capacité en carburant augmentée et des points d'emport externes pour des réservoirs supplémentaires ou des bombes. En Afrique du Nord, les Mitchell entrent en action dès octobre 1942, appuyant les débarquements de l'opération Torch et frappant les positions de l'Axe lors de la deuxième bataille d'El Alamein. Ils se montrent efficaces contre les aérodromes ennemis et les colonnes de ravitaillement. Mais leur emploi en bombardement de moyenne altitude contre des cibles navales rapides donne des résultats décevants. Les bombes tombent rarement là où elles devraient. C'est précisément ce problème qui obsède le général George Kenney, commandant de la 5e Air Force dans le Pacifique Sud-Ouest. Kenney est un homme pragmatique qui n'a aucune patience pour les doctrines qui ne fonctionnent pas. Ses équipages larguent des bombes depuis 6000 pieds sur des navires japonais en mouvement et obtiennent des taux de précision misérables. Les transports ennemis continuent d'acheminer des renforts vers la Nouvelle-Guinée presque sans encombre. Kenney cherche une solution radicale et trouve l'homme qu'il lui faut, le commandant Paul Gunn. Gunn n'est pas un officier ordinaire. Engagé dans la marine avant même ses 17 ans, il a passé 2 décennies à piloter et réparer tout ce que la Navy possédait. Revenu à la vie civile, il travaillait comme pilote aux Philippines quand la guerre l'a rattrapé. Dans les premiers mois chaotiques de 1942, alors que les forces américaines reculaient partout dans le Pacifique, Gunn s'était déjà illustré en organisant des vols de ravitaillement impossibles,
en récupérant des appareils abandonnés et en remettant en état une centaine de chasseurs que tout le monde considérait comme de la ferraille. Ses supérieurs l'appellent « Papy » parce qu'il a largement dépassé l'âge habituel des pilotes de combat, mais personne ne plaisante sur ses compétences. Sous les ordres de Kenney, Gunn commence à démonter des B-25 avec une liberté totale. Son objectif est brutal dans sa simplicité: transformer le bombardier en une plateforme d'attaque au sol capable de détruire des navires en volant à hauteur de main. Il fait sauter le nez vitré du bombardier et installe à sa place 4 mitrailleuses de calibre 50 pointées vers l'avant. 2 mitrailleuses supplémentaires sont montées dans des blisters sur les flancs du fuselage. Le poids ajouté est considérable, mais Gunn compense en allégeant l'appareil ailleurs. Les ingénieurs de Wright Field, consultés à distance, jugent les modifications impraticables et structurellement douteuses. Gunn les ignore et continue. La nouvelle tactique qui accompagne ces appareils modifiés s'appelle le skip bombing, le bombardement par ricochet. Plutôt que de larguer des bombes depuis l'altitude, les pilotes foncent vers leur cible à moins de 200 pieds au-dessus de l'eau, parfois à 50 pieds seulement, à des vitesses dépassant 200 miles à l'heure. Les bombes sont lâchées avec un retard d'armement de 4 à 5 secondes. Elles percutent la surface de l'eau et rebondissent comme des galets avant de percuter la coque du navire cible à la ligne de flottaison. Simultanément, les mitrailleuses de nez arrosent le pont ennemi pour neutraliser les servants des canons anti-aériens avant que ceux-ci puissent viser efficacement. C'est violent, précis et mortellement efficace. Mais voler aussi bas, aussi vite, aussi près de navires qui tirent en retour exige des nerfs d'acier et une marge d'erreur proche de zéro. Le 3 mars 1943, ces nouvelles armes sont mises à l'épreuve grandeur nature. Le renseignement allié repère un convoi japonais de 16 navires, 8 transports et 8 destroyers qui tentent d'acheminer 6900 soldats vers La, en Nouvelle-Guinée. Kenney engage tout ce qu'il a. Des forteresses volantes B-17 frappent en premier depuis la haute altitude, semant la confusion dans le convoi et forçant les navires à rompre leur formation. Puis les Mitchell modifiés arrivent à ras des vagues. Les appareils fondent sur les transports en fil serré, leurs mitrailleuses de nez crachant des rafales continues qui balaient les ponts japonais. Les servants des pièces anti-aériennes tombent avant d'avoir pu ajuster leurs tirs. Les bombes rebondissent sur l'eau et s'enfoncent dans les coques. Les explosions éventrent les navires au niveau de la ligne de flottaison, là où les dégâts sont les plus catastrophiques et les plus rapides. Sur 2 jours, les vagues d'attaque se succèdent sans relâche. Les A-20 Boston et les Beaufighter australiens complètent le travail, mitraillant les survivants dans l'eau pour empêcher tout sauvetage organisé. Quand la fumée se dissipe sur la mer de Bismarck le 5 mars, le bilan est sans appel. Les 8 transports japonais ont été coulés. 4 des 8 destroyers gisent également par le fond. Sur les 6900 soldats embarqués, à peine 1200 atteignent La, pour la plupart repêchés dans l'eau par les destroyers survivants. Le Japon perd en 2 jours l'équivalent d'une division entière, ainsi que son matériel, sans possibilité de remplacement rapide dans cette région. Le général Kenney envoie un rapport enthousiaste à Washington. Le commandant Gunn, lui, est déjà en train de réfléchir à comment aller encore plus loin. Le succès de la mer de Bismarck convainc le commandement américain qu'une version officielle et standardisée du Mitchell d'attaque doit être produite en série. North American Aviation reçoit les spécifications et se met au travail. Le résultat est le B-25G, une machine qui pousse le concept dans une direction que personne n'avait vraiment anticipée: l'intégration d'un canon de 75 mm dans le nez de l'appareil. L'idée n'est pas entièrement nouvelle. L'Army Air Corps avait déjà expérimenté un canon de ce calibre sur un Douglas B-18 en 1938, sans suite concrète. Mais dans le contexte du Pacifique, où les navires japonais représentent des cibles prioritaires, l'argument semble solide sur le papier. Un seul obus de 75 mm peut éventrer un transport ennemi, là où il faut plusieurs bombes en ricochet pour obtenir le même résultat. Pour loger ce canon M4 dans le nez du Mitchell, les ingénieurs doivent raccourcir la section avant de l'appareil de 26 pouces.
2 mitrailleuses de calibre 50 fixe complètent l'armement frontal. La tourelle supérieure arrière est conservée, mais le copilote disparaît, remplacé par un opérateur canon assis à côté du pilote. Les ingénieurs de Wright Field expriment des réserves sérieuses sur la faisabilité du projet. Viser avec un canon de 75 mm depuis un avion en mouvement à basse altitude sur une cible navale elle-même en déplacement relève d'un exercice de précision quasi impossible dans les conditions réelles du combat. Kenney balaie ses objections et pousse à la production. Les premiers B-25G arrivent dans les unités du Pacifique au début de 1943. La réalité du combat confirme rapidement les craintes des ingénieurs. Le canon tire lentement, sa cadence ne permettant que 4 à 5 coups par passe d'attaque dans le meilleur des cas. Chaque tir produit un recul brutal qui déstabilise l'appareil et perturbe la visée du coup suivant. En juillet 1943, Papy-Gun lui-même effectue une mission avec un B-25G contre un destroyer japonais. Il tire 7 obus de 75 mm sur le navire. Aucun ne provoque de dommages significatifs. Le destroyer poursuit sa route. Gunn rentre à la base furieux, convaincu que le canon est une impasse. North American Aviation tente de corriger le tir avec le B-25H. Cette variante conserve le canon, désormais remplacé par un modèle plus léger, le T-13E1, mais ajoute 4 mitrailleuses de calibre 50 fixes dans le nez et 2 autres dans des blisters latéraux. La tourelle supérieure est déplacée vers l'avant du fuselage pour améliorer le champ de tir. La queue est redessinée pour accueillir 2 mitrailleuses de calibre 50 en position arrière. Sur le papier, le B-25H représente une puissance de feu considérable. En pratique, les équipages qui l'utilisent au combat tirent rapidement leurs propres conclusions. Le lieutenant Peppy Blount, pilote de Mitchell ayant volé sur plusieurs variantes dans le Pacifique, résume l'opinion générale de ses camarades de manière directe. Il n'a jamais entendu un seul pilote de B-25H regretter le retrait du canon. Remplacer ce canon encombrant et lent par 12 mitrailleuses de calibre 50 tirant vers l'avant représente, selon lui, la puissance de feu la plus destructrice qu'il ait jamais observée pendant toute la durée de la guerre. Le canon de 75 mm, malgré son aspect impressionnant, s'avère être une solution en quête de problème dans un contexte où la vitesse de tir et la saturation de la cible comptent infiniment plus que le calibre d'un projectile unique. C'est donc le B-25J qui tire les leçons définitives de toute cette évolution et devient la version la plus produite de toute la famille Mitchell. 4318 exemplaires sortent des usines, soit davantage que toutes les autres variantes réunies. Le J revient à une configuration à 2 pilotes, améliorant la coordination dans le cockpit et réduisant la fatigue sur les longues missions. Il embarque des moteurs Wright Air 2629 offrant de meilleures performances en altitude. Sa soute peut emporter jusqu'à 3000 livres de bombes et son rayon d'action atteint 1350 miles. La véritable force du J réside dans sa modularité. Il peut voler avec un nez vitré traditionnel équipé d'un viseur de bombardement pour les attaques en altitude, ou recevoir un nez solide contenant 8 mitrailleuses de calibre 50 pour les missions d'attaque au sol. Dans cette configuration dite Straffer, en ajoutant les mitrailleuses des blisters latéraux et de la tourelle supérieure, le B-25J peut concentrer jusqu'à 18 mitrailleuses de calibre 50 vers l'avant simultanément. Aucun autre appareil de la guerre ne possède une telle densité de feu frontal sur une cible au sol ou navale. En Méditerranée, les Mitchell de la 12e Air Force pilonnent les voies ferrées italiennes, les nœuds de communication et les concentrations de troupes allemandes tout au long de 1943 et 1944. Les RAF Mitchell opèrent depuis l'Angleterre contre les sites de lancement de bombes volantes V1 et les gares de triage ferroviaire en France et en Belgique, participant directement à l'affaiblissement du dispositif allemand avant le débarquement de juin 1944. Mais c'est un accident survenu loin des champs de bataille qui place le Mitchell en une dans tous les journaux américains. Le 28 juillet 1945,
un B-25D effectue un vol de transport de routine entre le Massachusetts et New York dans un brouillard épais. Le lieutenant-colonel William Franklin Jr. aux commandes perd ses repères au-dessus de Manhattan. À 9h58 du matin, l'appareil percute à pleine vitesse le nord de l'Empire State Building, entre le 79e et le 80e étage. Les deux moteurs sont arrachés et traversent le bâtiment de part en part. Le carburant s'enflamme immédiatement. 11 personnes présentes dans les bureaux et les 3 membres d'équipage à bord périssent dans l'accident. La ville est sous le choc. Un bombardier qui a participé à certaines des missions les plus audacieuses de la guerre vient de s'écraser sur le symbole même de la modernité américaine par une matinée brumeuse de temps de paix. La guerre s'achève en août 1945 avec la capitulation japonaise et le B-25 se retrouve du jour au lendemain sans ennemi à combattre. Les commandes de production s'arrêtent brutalement. Des centaines d'appareils flambant neufs sont livrés directement dans des champs de stockage en Arizona et au Nouveau-Mexique, où le soleil du désert les décolore lentement. Certains ne totalisent que quelques heures de vol. L'armée américaine, qui vient de commander des milliers d'exemplaires supplémentaires, annule les contrats restants sans hésitation. La machine de guerre s'arrête aussi vite qu'elle avait démarré. La nouvelle United States Air Force, créée en 1947 en se séparant de l'Army, hérite d'un parc de Mitchell qu'elle ne sait plus vraiment quoi faire en première ligne. Les jets arrivent et ils arrivent vite. Le Lockheed P-80 Shooting Star et bientôt le North American F-86 Sabre rendent obsolètes tous les appareils à moteur à piston en quelques années. Mais le B-25 possède une qualité que les jets naissants n'ont pas encore. Sa fiabilité absolue et son cockpit côte à côte idéal pour l'instruction. Des centaines d'exemplaires sont convertis en TB-25, des bimoteurs d'entraînement destinés à former les futurs pilotes de transport et de bombardement lourds sur des appareils multimoteurs. Ces TB-25 sillonnent les bases américaines tout au long de la fin des années 40, préparant une nouvelle génération d'aviateurs qui ne connaîtront jamais la guerre pour laquelle le Mitchell avait été conçu. Puis la Corée explose en juin 1950 et le Mitchell est rappelé une dernière fois. Non pas pour bombarder des convois ou attaquer des navires, mais pour des missions que personne n'avait imaginées en 1939 quand Lee Atwood dessinait ses premiers plans. Certains B-25 sont équipés de haut-parleurs puissants, fixés sous le fuselage et de distributeurs de tracts. Ces appareils survolent les positions nord-coréennes à basse altitude, leurs haut-parleurs diffusant des messages enregistrés destinés à démoraliser les soldats ennemis ou à encourager les désertions. L'efficacité réelle de ces missions de propagande aérienne reste difficile à mesurer, mais le commandement y croit suffisamment pour maintenir ces vols pendant toute la durée du conflit. D'autres Mitchell servent de plateforme de commandement et de liaison, transportant des officiers supérieurs entre les bases avancées et les quartiers généraux, dans un pays dont les infrastructures routières sont détruites ou inexistantes. Leur fuselage spacieux se révèle également précieux comme avion sanitaire. Des blessés graves sont évacués depuis des pistes de fortune en zone de front vers les hôpitaux mieux équipés de l'arrière, gagnant des heures précieuses que les appareils plus lents ou plus petits ne peuvent pas offrir. Quelques exemplaires reçoivent des équipements radars pour des missions d'interdiction nocturne, traquant les convois de ravitaillement nord-coréens qui se déplacent dans l'obscurité pour échapper aux chasseurs bombardiers diurnes. Le Mitchell, conçu pour une guerre totalement différente, s'adapte une fois de plus sans se plaindre. Sur le continent américain, une autre transformation s'opère en parallèle. Les vastes forêts de l'Ouest américain sont régulièrement ravagées par des incendies que les moyens terrestres ne peuvent pas maîtriser assez vite. Des opérateurs civils rachètent des B-25 à des prix dérisoires lors des ventes aux enchères de surplus militaires et les convertissent en bombardiers d'eau, surnommés Borate Bombers, en référence aux retardants chimiques qu'ils larguent sur les flammes. Ces anciens tueurs de navires japonais passent leurs dernières années à protéger des forêts de pins et de séquoias en Californie, en Oregon et dans le Montana, pilotés par des vétérans de la guerre qui n'ont pas voulu quitter les cockpits.
La reconversion est totale et presque symbolique. Des machines construites pour détruire finissent par sauver des paysages entiers. Hollywood découvre également le potentiel cinématographique du Mitchell. Sa silhouette caractéristique, ses deux dérives jumelles et son nez trapu en font un appareil immédiatement reconnaissable à l'écran. Plusieurs studios l'utilisent comme avion de transport VIP reconverti pour des productions nécessitant un appareil bimoteur d'époque. Des exemplaires sont maintenus en état de vol spécifiquement pour les tournages, leurs pilotes devenant des spécialistes des scènes aériennes complexes. À l'international, le Mitchell poursuit une carrière militaire active bien au-delà du retrait américain. Le Canada opère ses Mitchell jusqu'au milieu des années 50, dans des rôles de patrouille côtière et de photographie aérienne. Le Brésil, le Mexique et plusieurs nations d'Amérique du Sud les utilisent comme bombardiers de première ligne jusqu'au début des années 60, faute de moyens pour acquérir des appareils plus modernes. L'Australie les emploie dans des missions de recherche et de sauvetage au-dessus du Pacifique. Chaque pays trouve ses propres usages pour cet appareil, dont la cellule robuste et les moteurs fiables supportent des années de service intensif sous tous les climats. En mai 1960, le dernier B-25 est officiellement retiré du service de le United States Air Force. 20 ans après son premier vol depuis Inglewood, la machine qui avait décollé d'un porte-avions pour frapper Tokyo, coulé des convois entiers dans le Pacifique, traversé l'Empire State Building par accident et diffusé de la propagande en Corée, tire enfin sa révérence dans l'uniforme américain. Aucun autre bombardier de la guerre n'avait traversé autant de vies différentes dans une seule existence. Né pour une guerre précise, il avait survécu à cette guerre, s'était réinventé dans une autre, puis avait trouvé sa place dans un monde en paix qui n'avait plus besoin de lui pour se battre, mais qui avait encore besoin de lui pour voler. C'est peut-être la définition la plus exacte d'un grand avion. Non pas celui qui détruit le plus, mais celui qui s'adapte jusqu'au bout sans jamais tomber en panne au mauvais moment. Si cette histoire vous a appris quelque chose que vous ne saviez pas hier, laissez un commentaire en dessous avec le fait qui vous a le plus surpris. Likez la vidéo pour que l'algorithme la montre à d'autres passionnés d'histoire et d'aviation. Et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes consacrés aux machines extraordinaires qui ont façonné le XXe siècle.